Très rapidement, j'ai senti les bénéfices que l'on pouvait ressentir à être en contact avec la terre, les mains dans la terre, pour reprendre ce que tu as dit. Très vite, j'ai senti les bénéfices au niveau physique, psychologique et émotionnel. Et il y a eu comme une évidence qui s'est imposée à moi et qui se renforce depuis 10 mois que je suis là-bas. Là est ma place. Bienvenue dans Permahuman, le podcast qui restaure l'équilibre entre productivité et bien-être en s'inspirant du fonctionnement de la nature. La permaculture humaine nous enseigne à repenser la connexion à soi, aux autres et avec l'ensemble du monde vivant. La première étape consiste à interroger le lien que nous entretenons avec nous-mêmes, notre propre écologie personnelle, à travers l'alimentation, la gestion du stress et du sommeil, et notre organisation générale pro-perso. La deuxième étape met en lumière nos compétences interpersonnelles et notre capacité à adopter une communication positive favorisant des relations mutuellement enrichissantes. Après avoir nourri ces deux dimensions, vient celle de la soutenabilité environnementale. Notre aptitude à créer des projets prospères tout en ayant un impact net positif sur l'environnement. Ces projets vous inspirent ? Eh bien, installez-vous confortablement et je vous souhaite un bon voyage à travers ce nouvel épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur le projet Permahuman, vous pouvez cliquer sur le lien en description de cet épisode. Allez, c'est parti. Bonjour Katia. Bonjour Michael. Je suis très content d'être ici avec toi, installé pour la deuxième fois. C'est le deuxième épisode que j'enregistre en pleine forêt, à nouveau la forêt des Landes, pas exactement le même endroit. Le premier c'était avec Marie-Laure, à Haussegor. Ici on est à Labenne, près de chez toi. Et ça tombe bien parce qu'on va parler d'environnement, d'écologie, de psychologie, de bien-être. Merci déjà pour avoir pris ce temps avec moi pour enregistrer. Merci à toi en tout cas de m'avoir sollicité. Super, je te propose qu'on démarre avec, en guise d'introduction, une forme un espace pour des regards croisés. Parce qu'une des choses qui m'a motivé à enregistrer avec toi, c'était que je voyais vraiment des parcours qui se croisent, le tien, le mien, entre ces logiques du soin et ces logiques d'écologie, donc de soins des humains, de soins de l'environnement, des conditions d'épanouissement du vivant. Moi personnellement, je viens de l'écologie, entre guillemets, en tout cas, ce qu'on a appelé pendant longtemps le développement durable. J'ai travaillé en ONG, après j'enseigne encore aujourd'hui sur ces thématiques d'économie écologique. Donc je viens plutôt de l'écologie et aujourd'hui je crée des contenus et des espaces pour prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin du collectif et des relations. Donc moi je viens de l'écologie, je vais vers le soin. Toi, tu vas nous dire, mais tu viens du soin et aujourd'hui tu mets les mains dans la terre. Donc je te propose de partager ce qui a guidé nos parcours respectifs, l'évolution de nos pratiques, de nos motivations et ce qu'on en garde aujourd'hui. Est-ce que tu veux te lancer de ton côté ? Je dirais pour commencer que ça n'a pas été un choix initialement. Alors tu expliques que je viens du soin, donc j'ai effectivement passé 17 ans de ma vie en tant que psychologue. Différents accidents de parcours ont fait que j'ai arrêté, du moins j'ai choisi pour le moment d'arrêter d'être psychologue, puisque la crise sanitaire est passée par là et que premièrement un burn-out était passé par là, remettant aussi en question un petit peu mes motivations à continuer à faire ce métier-là dans les établissements de santé dans lesquels j'étais. Donc un burn-out en 2017 qui m'a fait poser beaucoup de questions sur le sens que tout ça avait, sur les dynamiques financières et économiques qui régentaient déjà les institutions où j'étais, notamment en palliatif. Voilà, m'ont beaucoup questionné et affecté. On a tous connu la crise sanitaire qui m'a personnellement et professionnellement énormément affectée et remis encore une fois beaucoup en question mon activité même de psychologue, la place que je pouvais occuper dans les structures et le sens que tout cela avait puisque je n'étais pas du tout en raccord avec toutes les mesures qu'on demandait de mettre en place. Et donc j'ai arrêté en septembre 2021 d'être psychologue sans savoir à ce moment-là que j'allais véritablement arrêter et que j'allais m'orienter sur autre chose. Et ce qui est curieux en fait, c'est que déjà en mars 2020, j'avais eu comme un appel de la Terre, c'est comme ça que je le décris, je ne sais pas le dire autrement en fait, une espèce de... Je dis souvent, il y en a qui sont appelés par Dieu. Et moi, j'ai senti cet appel de la Terre. Sauf que j'en ai pas fait grand-chose à ce moment-là, mais je sentais quelque chose, je sais pas, à l'intérieur de moi qui m'a amené vers. Et ça m'a pas quitté. Je suis allée me renseigner dans une ferme qui accompagnait une ferme d'insertion à travers le maraîchage. Donc il y a déjà quelque chose comme ça qui m'animait au fond de moi et qui me demandait de me reconnecter à quelque chose dont j'étais éloignée.
Ceci dit, dans ma pratique de psychologue, j'ai amené souvent les résidents dans les jardins quand on avait des jardins en extérieur. Donc il y avait quand même quelque chose qui m'animait déjà. Et comment je suis arrivée à être ouvrière maraîchère aujourd'hui, puisque je suis ouvrière maraîchère depuis le mois d'octobre, dans une ferme solidaire. Ce sont des chantiers d'insertion, donc ce sont des... Tu n'as pas quitté les chantiers d'insertion en tout cas. Non, je ne suis pas celle qui accompagne, parce que souvent on pense que je suis celle qui accompagne les autres. Or non, là c'est moi qui suis accompagnée dans cette ferme, puisque je suis salariée en CDDI, donc en contrat à durée déterminée d'insertion. Donc c'est des contrats de 6 mois renouvelables jusqu'à 2 ans, où on est accompagné pour développer un projet professionnel. Et en fait, voilà, je me suis retrouvée à devoir trouver du travail l'été dernier, et le maraîchage s'est réimposé à moi. Et de fil en aiguille, voilà, je me suis retrouvée à la ferme où je suis actuellement, à la ferme de la Costa-Ternos. Et là, ça a été une révélation pour moi. Très rapidement, j'ai senti les bénéfices que l'on pouvait ressentir à être en contact avec la terre, les mains dans la terre, pour reprendre ce que tu as dit. Très vite, j'ai senti les bénéfices au niveau physique, psychologique et émotionnel. Et il y a eu comme une évidence qui s'est imposée à moi et qui se renforce depuis 10 mois que je suis là-bas. Là est ma place. Sous quelle forme ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est comment est-ce que j'ai fait jusqu'à présent pour faire sans, comme si je m'étais... alors on parle souvent de reconnexion. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais comme si tout d'un coup, c'était une évidence pour moi que l'essentiel de notre vie, elle était d'être en lien avec la nature dans laquelle on vit, qu'on avait besoin d'en prendre soin et qu'elle nous apportait tant quand on s'en occupait si bien. Et voilà, donc je suis avec ça depuis 10 mois que je travaille là-bas, et ça ne fait que se renforcer et s'imposer à moi. Est-ce que tu dirais que la terre t'a soigné ? Ah oui, clairement. Je dis souvent que moi j'ai réalisé dans l'après-coup, mais très rapidement, puisque j'ai senti un switch à l'intérieur de moi au bout de 72 heures d'activité à la ferme, combien j'étais en dépression sévère. J'ai pas honte de le dire. L'élan vital m'avait quitté. Quelques mois avant, j'étais capable de dire que je quitterais ce monde. Franchement, je n'avais rien à faire. Je n'avais pas d'idée suicidaire dans le sens où je n'aurais jamais mis en acte quoi que ce soit, mais j'avais vraiment perdu la saveur de la vie. Voilà, dans ce monde déshumanisé, dévitalisé, mortifère, je me retrouve absolument pas. Il n'a nullement changé depuis que j'ai commencé à la ferme. Il n'empêche que d'être en lien avec la terre, les mains dans la terre, à s'occuper du vivant, ça m'a redonné une énergie, une pulsion de vie que j'avais perdue. Donc le monde autour de toi n'a pas forcément changé, mais toi, le monde à l'intérieur de toi a changé. Alors mon regard sur le monde n'a pas nécessairement changé, dans le sens que j'ai des jugements toujours aussi tranchants sur la vie qui nous entoure, mais je sens comment mon état psychique et émotionnel et psychologique a évolué grâce à ma présence à la ferme, le travail de la terre, l'équipe dans laquelle je travaille, le management. J'emploie ce terme-là, même si ce ne sont pas des managers, mais l'équipe encadrante participe grandement, parce qu'avec de fortes valeurs humanistes, tout ça participe grandement à faire qu'on est bien, et c'est un sentiment qui est partagé par l'ensemble de l'équipe, par tous mes collègues. Il y a quelque chose de très fort qui se passe là-bas. Moi, j'entends de la revitalisation, bon naturopathe. Mais revitalisation personnelle du corps, tu parlais, intégré, incarné, l'incarné, vraiment à l'intérieur, et même partager de la revitalisation relationnelle, j'entends aussi. Oui, quelque chose qui est très nourrissant, alors sur tous les plans, puisque je me nourris aussi des légumes que je cultive à la ferme, puisqu'on a la chance de pouvoir acheter des légumes à la ferme ou en bénéficier parfois. Et quel plaisir de manger ce que l'on a semé, récolté, conditionné, préparé. Aimé. Mais oui, clairement, parce qu'on leur parle aux légumes pour certains. J'espère. Revitaliser, oui, nourrir sur tous les plans. On est une petite équipe d'une 15aine de personnes, avec des accidentés de la vie comme moi, entre guillemets. Alors c'est marrant parce que j'ai fait un post aujourd'hui sur les réseaux pour justement pour questionner ça. Mais qui sont ces gens qui travaillent à la ferme ? Quel est leur profil ? Parce que c'est une question qu'on m'a posée en entretien d'embauche il n'y a pas longtemps. Okay. Et qu'on me la pose assez souvent. On se demande bien, mais qui sont ces gens en réinsertion ? Alors je précise que c'est l'insertion, qu'on ne sort pas de prison, on n'est pas en aménagement de peine comme la ferme Baudonne, mais qu'on a des problématiques, en tout cas un éloignement du marché du travail, et que jusqu'à un moment donné, on a besoin effectivement peut-être de se réparer d'un certain nombre de choses, de traumas, de blessures. Ça peut être un soutien, justement. Un soutien et un tremplin. Mais oui, il y a quelque chose de l'ordre de la réparation et de la guérison, ça c'est certain, qui se fait naturellement sans qu'on cherche ça, puisqu'il n'y a pas d'accompagnement psychologique. Il y a un accompagnement socio-professionnel, mais pas psychologique. Et j'ai d'ailleurs moi-même fait témoigner mes collègues sur mon podcast qui m'ont raconté l'évolution
personnel qu'ils observent avec plus de recul, puisqu'il y a un de mes collègues qui est là presque 2 ans, donc il a su me dire qui il était en arrivant et qui il est aujourd'hui. J'ai du mal à le croire tellement moi je vois la version... oui. Pour te dire un petit peu dans les grandes lignes rapidement ou pas l'évolution. Un grand merci parce que j'ai noté moi une phrase que tu viens de dire, être bien naturellement. Enfin, tu vas dire quelque chose, un processus de guérison naturellement. Oui. Ça se fait naturellement parce que bon, il y a évidemment l'allégorie de les mains dans la terre, donc avec la nature, et à la fois ça se fait naturellement au sens où, il y a vraiment cette force de vie qui revient naturellement, comme si finalement elle est jamais vraiment partie, mais par contre elle s'amenuise jusqu'à peut-être peau de chagrin effectivement, mais que naturellement. Il y a Oui, moi quand je dis naturellement, c'est sans traitement médicamenteux, sans hospitalisation, sans accompagnement médical, psychologique, etc. Que tu as pu connaître dans ta pratique précédemment. Oui, oui. Dans ce sens-là que je te dis ça, ouais. Super, merci beaucoup pour ça. Alors pour faire écho à ma proposition de départ de regard croisé, je vais prendre à mon tour la parole sur mon propre cheminement de l'écologie vers le soin. J'aime pas trop l'idée de les séparer les deux, mais en tout cas sur un parcours qui a été le mien. Moi je suis issu, en tout cas j'ai fait une école de management, comme on dit, une école de commerce a priori. Donc voilà, en ayant appris sans doute quelques outils pour gérer des projets. Il paraît qu'on a appris aussi de quoi gérer des humains. Ça j'ai pas encore bien cerné tout, mais dans tous les cas, monter et gérer des projets à destination d'objectifs particuliers. Et très tôt, j'ai mis ça au service effectivement de l'écologie, du développement durable, comme on disait à l'époque. On l'emploie de moins en moins ce terme-là. En tout cas, voilà, c'est là où moi j'ai tout parlé de sens et remettre du sens. Remettre du sens dans ce que j'apprenais en cours, qui m'avait l'air de porter un projet particulièrement écocide. Et déjà à l'époque, on n'utilisait pas le mot, mais particulièrement destructeur du vivant, parce que ce qu'il fallait, il fallait maximiser, il fallait capitaliser, il fallait accumuler des ressources financières au détriment de ressources naturelles, qui étaient vues comme un capital naturel à exploiter. Bon, et j'ai choisi mon école justement parce que c'était l'école dans laquelle il y avait un tant soit peu de considération pour ces logiques écologiques et environnementales, donc c'était intéressant, je me suis nourri à cet endroit-là. Et donc tout un tas d'apprentissages que j'ai mis au service de management de projet, comme on dit, ou de gestion de projet auprès d'ONG, donc au sein d'ONG, c'est-à-dire dont les fameux objectifs dont je parlais tout à l'heure, la finalité était de restaurer des espaces du vivant, que ce soit des espaces d'océans, de forêts, de remettre cette question de l'écologie au sein de l'économie, etc. Bon, donc j'ai travaillé chez Greenpeace, chez Surfrider, chez WWF, donc j'ai fait mon petit bout de chemin dans des ONG. J'ai beaucoup apprécié travailler dans ces ONG, dans ces institutions qui sont toutes différentes et à la fois qui suivent un même fil de toute façon dans les objectifs. C'était intéressant et à un moment donné tu parlais de choses qui viennent à soi sans forcément qu'on les choisisse. Et moi, ça a été le cas du yoga. Le yoga, je l'ai rencontré par jeu d'opportunités. Ça s'est présenté à moi. Alors sans doute qu'il venait me chercher, je sais pas, mais d'une façon ou d'une autre, il est venu me chercher à plusieurs reprises. Parfois, j'ai dit non et une fois, j'ai dit oui. Et donc, je me rappelle, j'avais pratiqué pour la première fois au sein du centre associatif LGBT à Paris. Et donc, qui avait pléthore de propositions associatives, sportives, etc. Et le yoga m'avait tilté. Je me suis dit, tiens, pas à l'abri d'apprendre quelque chose, de vivre quelque chose dans le corps, de rassemblant justement entre le dehors, le dedans déjà. Et j'ai pratiqué avec la prof qui est toujours une amie, Cathy, qui nous écoute peut-être aujourd'hui et que j'embrasse. Et très tôt, un des premiers cours que j'ai suivi avec elle, au retour du Shavasana, donc qui est cette dernière posture, dernière et à la fois c'est l'objectif. Du mort. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais, du cadavre. Oui, du cadavre. Shavasana, tout à fait. Cadavre justement parce qu'il s'en remet pleinement à la terre. Il y a aussi ça et c'est intéressant effectivement on ne bouge plus en tout cas. Et donc on laisse naturellement, pour reprendre aussi ce que tu disais tout à l'heure, faire les choses, les sensations dans le corps, les sensations dans le cœur, les émotions qui viennent après s'être tordu dans tous les sens pendant 1 heure ou 1 heure et quart ou 1 heure et demie, et donc être présent à ce qui se présente naturellement. Et moi, ce qui s'est présenté ce jour-là, c'était l'accès, la compréhension très personnelle que l'écologie qui nous manque à nous en tant qu'être humain, en tout cas c'est la sensation de calme, c'est-à-dire tout ce à quoi on accède. Tu parlais de Dieu tout à l'heure, de spiritualité, de faire sens, moi je mets tout ça dans un même ensemble cohérent de réflexion.
eh ben, que quand on est calme, alors je pense que maintenant que je suis devenu prof de yoga, je comprends que de s'être tordu dans tous les sens justement pour vritti, comme disent les Indiens, de s'être vrillé, ça vient justement déconditionner le corps dans ses interrogations de douleur, d'inconfort, etc., pour être pleinement présent peut-être à un ensemble de sensations globales et pas que corporelles, donc aussi émotionnelles, spirituelles, mentales, etc. Et à partir de moi c'est à ce moment-là que le switch a eu lieu, où je me suis dit, mais en fait, prendre soin de la terre, de l'environnement, comme si la terre avait besoin qu'on prenne soin, enfin en tout cas qu'on la répare, ou tu vois, voilà, elle n'a pas besoin de nous. Par contre, c'est des choses, elle a peut-être besoin qu'on arrête, qu'on décélère, justement, qu'on retrouve notre calme. En tout cas, c'est ce à quoi j'ai eu accès moi à ce moment-là, à tel point que j'ai voulu du coup me former pour à mon tour pouvoir le partager, ces états de calme qui sont très personnels aussi, des postures, elles peuvent être confortables pour certains, inconfortables pour d'autres, et que inviter des espaces dans lesquels, et je trouve que ça rejoint beaucoup ton histoire, qui est créer des espaces dans lesquels, c'est ce qui guide Permahuman aujourd'hui, chacun peut trouver son espace de calme, son espace de revitalisation, son espace de restauration, et ça m'a pas quitté depuis, parce qu'après le yoga, il y a eu la naturopathie, parce que j'étais un peu frustré quand même dans ma formation de yoga, du peu de connaissances auxquelles j'avais pu avoir accès en termes de fonctionnement du corps, hein, très physiologiquement parlant. Donc j'ai continué dans une formation sérieuse, et je tiens à le dire parce qu'il y a, comme c'est pas encore régi, pas reconnu par l'État, il y a tout sur le marché des formations en naturopathie. Tu peux être naturopathe en 2 jours sur Groupon. Ah oui. Voilà, ça coûte 60 €, ça dure 2 jours, et tu as un certificat à la faire. Bref, donc non, à côté de ça, il y a des vraies formations de 1200 heures qui sont l'équivalent des horaires, en tout cas, des anciennes licences d'infirmiers. Enfin voilà, il y a quand même quelque chose avec des stages à l'écriture de mémoire, etc. Donc j'ai été très nourri. Tu parlais aussi tout à l'heure de nourriture par rapport au chemin et des apprentissages et ce qui faisait sens. Donc nourri, sens, et aujourd'hui, Permahuman, c'est ça. Et le podcast, c'est ça. Et je suis encore plus content d'avoir cette discussion aujourd'hui avec toi, parce que ça fait complètement sens. Les 4 axes de Permahuman que sont le stress, le sommeil, l'alimentation et les logiques interpersonnelles, avec la communication interpersonnelle. Donc l'écologie à l'extérieur, moi, sur mon parcours, elle est venue challenger les enjeux de l'écologie à l'intérieur. J'ai peut-être pas fait moins long au final, en tout cas. Mais c'est difficile de résumer un parcours et un changement de cap en si peu de temps. Ouais, et puis en même temps de faire ressortir, c'était l'enjeu de ma question, ce qu'on gardait aujourd'hui, quoi, ce qui nous a motivés. En tout cas, ça m'amène à minima à la prochaine question que je voulais te poser. Tu as parlé de ta propre expérience personnelle, et un grand merci pour ça. Comment est-ce que tu vois, toi, les liens entre la psychologie, celle que tu as étudiée, mais celle aussi que tu as pratiquée, et celle que tu as en tout cas incarnée, parce que je sais qu'il y a un delta entre les deux. La psychologie au sens de l'équilibre de son appareil psychique, un bon état général psychique et mental. Donc, comment tu vois les liens entre psychologie et l'écologie, au sens de favoriser les conditions d'épanouissement du vivant ? Oui, comment avoir une action sur la vie psychique, sur sa vie intérieure, en étant en lien avec son environnement. En études de psychologie, on a peut-être seulement étudié, et encore peut-être dans des formations continues, l'environnement, le système familial. J'ai pas le souvenir, par exemple, tu vois, qu'on nous ait sensibilisés sur l'environnement autrement dans lequel on vit, la nature, les éléments, l'océan, la forêt. D'accord, ça c'est absent des cursus, ouais. Ouais, en tout cas à l'époque, ouais. dans les années 2000, puisque j'ai été diplômée en 2004. On devait se spécialiser. Moi, j'étais spécialisée en gérontopsychologie, mais on se préoccupait pas, en tout cas dans la spécialité dans laquelle moi j'étais, on ne se préoccupait pas de faire le lien entre notre état psychologique et l'environnement dans lequel on vivait extérieur. Il n'y a qu'à voir 20 ans après, 25 ans après, on commence à peine, par exemple ici en France, à se préoccuper de l'orthithérapie, l'écothérapie, d'autres courants d'accompagnement qui ne sont pas nécessairement issus de la psychologie, mais on commence à peine à essayer de refaire du lien avec l'environnement dans lequel on est, pour essayer d'être moins dans des choses séparées, mais essayer de se reconnecter. Mais plutôt comme aussi des médiateurs. Utiliser la nature comme on pourrait utiliser, entre guillemets, les animaux pour faire la médiation animale, comme un support, en fait. Et pas... c'est peut-être une étape intermédiaire pour se reconnecter. En tout cas, toi, tu en vois les bénéfices d'intégrer, même tu parlais des cursus, peut-être on peut imaginer des sorties en nature entre
étudiants, enseignants, pour pouvoir justement tester, expérimenter, incarner, relier, tu disais? On n'est jamais sorti de l'amphi ni des salles de cours, tu vois. C'est vrai qu'en plus, moi, j'ai étudié à Bordeaux et à Toulouse, et on était au cœur de la ville. Et tu verrais, toi, pas un arbre. Ouais. Tu vois, on était capable de ne pas avoir un seul arbre sur toute une journée de cours. Et moi, il m'a fallu vivre les expériences que j'ai vécues ces dernières années pour prendre conscience. Et après, j'ai vraiment fait un rapide résumé de mes prises de conscience. Mais il y a eu d'autres éléments qui ont participé à mes prises de conscience sur l'importance de refaire des ponts entre les deux. Tu vois, même quand on a préparé tous les deux l'interview, que tu me parlais d'écologie, j'ai les poils qui se sont hérissés parce que j'ai une représentation de l'écologie qui est en fait politique et ce qui peut être porté par un parti. Et tu vois, je me suis jamais préoccupée autrement de ce que c'est véritablement l'écologie. Parce que pour moi, c'était les militants. C'est comme ça que c'est beaucoup amené dans la sphère médiatique. Et en fait, non, c'est pas comme ça. Oui, c'est pas comme ça. Donc, je sais pas si je réponds à ta question pour le coup. Très bien. Je sais pas comment toi tu vois les choses, comment tu relierais les deux, mais... Eh bien, merci pour déjà tes apports et puis pour ta question qui finalement fait le lien avec une autre question que j'avais prévue pour toi, et donc je vais investir cet espace à ta demande, et merci pour cet échange. C'est comme ça que je vois les épisodes maintenant du podcast. Moi, je le vois vraiment dans quelque chose de l'ordre de la proximité, le lien entre psychologie, état de son bien-être psychique et l'état de son environnement, j'ai envie de dire proche. C'est-à-dire, au mieux, on vit dans un univers harmonieux. Tu vois, là, on est installé sous les arbres, on est entre la lumière du soleil qui traverse les pins et justement l'ombre de ces pins. On est installé, on respire un air pur. On a co-validé tous les deux qu'on se sentait bien avant de démarrer cet épisode ici. Et je pense que ça participe beaucoup aussi de l'état de bien-être à l'intérieur. Donc ce que j'appelle l'écologie, à l'intérieur, il n'y a pas que moi qui parle de ça. Écologie personnelle, écologie intérieure, qui est aussi très liée à la beauté, à l'harmonie et du coup au maintien des bonnes conditions du développement du vivant à l'extérieur. Tu parlais tout à l'heure d'être entouré que d'un pauvre arbre isolé. Je dis pauvre parce qu'il a été planté, même lui il n'a pas eu le choix de naître ou vivre là où la nature a décidé. Et je pense que ça... Alors après, moi je ne suis pas psychologue, donc d'où les limites aussi de ces études que je n'ai pas faites. Bon, toutes limitées soient-elles, j'entends. En tout cas, oui, je vois bien à quel point... je fais le lien entre écologie et psychologie au sens de, en tout cas, entre écologie et bien-être, ce serait plus ma place en tant que naturopathe, en voyant à quel point on peut être enivré par la beauté de son environnement, d'où l'importance et l'intelligence voire même la motivation à en prendre soin. Parce que du coup, prendre soin de l'environnement que l'on voit, que l'on touche, que l'on respire, que l'on boit, que l'on mange, comme tu disais tout à l'heure, on mange tous ces légumes que tu fais pousser, c'est un lien direct. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a quelque chose qui nous rapproche avec justement de cette notion d'écologie qui est aujourd'hui rabaissée politiquement par la sphère politico-médiatique qui en fait un objet de crispation, un objet il faudrait de positionnement aussi. Mais même de dualité, comme si on opposait l'humain à son environnement, en fait. Tout à fait. Et on voit bien les retours que ça a sur les gens qui... Moi, j'entends souvent à minima des personnes qui disent quand tu regardes les infos, ça met pas de bonne humeur. Enfin, ça, c'est à minima, ça plombe. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc, l'opposé existe aussi. C'est-à-dire, quand on se déconnecte de l'écologie et qu'on l'emmène dans une sphère qui doit être décriée ou dualisée ou conflictualisée, et bien du coup, c'est nous que ça affecte. Peut-être est-ce que c'est le pont avec cette notion dont je t'ai parlé, que je suis loin de maîtriser, qui est l'éco-psychologique, dont on m'a parlé il y a quelques mois, que je découvre. Alors j'essaye de comprendre un petit peu de quoi il en ressort, parce que ce n'est pas une spécialité de la psychologie. C'est une manière peut-être de repenser le monde, c'est un champ de recherche avant tout, et c'est comment effectivement les dysfonctionnements internes, psychiques, émotionnels que l'on peut vivre sont en fait aussi en corrélation directe avec ceux de la planète. Comment effectivement, si on se préoccupe de notre propre intérieur, on va avoir une action positive sur l'environnement dans lequel on est et inversement, et comme si l'âme du monde, comme si notre âme humaine était reliée à l'âme du monde de la Terre, et finalement on était une seule et même entité. Donc c'est là où je me dis qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et que la notion d'écologie telle que moi je la comprenais jusqu'à présent, telle que je la voyais, recevais, entendais parler, je me suis peut-être même braquée, tu vois, sur cette notion-là par rapport à toutes les injonctions même qu'on a pu, tu vois, nous transmettre sur comment est-ce qu'on doit prendre soin ou pas de notre environnement. Et pour moi, c'est pas de cette manière-là, en tout cas. Mais
C'est plus comment prendre conscience. Effectivement, tu parles d'émerveillement, je crois que c'est ça en fait. Il y a une notion de beauté. Moi, encore ce matin, je m'émerveillais sur un petit insecte que j'ai remis, j'étais en train de désherber, qui s'est retrouvé sur le dos, donc je l'ai remis tout doucement sur ses pattes, des chenilles qui étaient bouleversées parce que je remuais la terre et donc elles avaient plus de quoi se loger. Enfin, voilà. L'impact qu'on peut avoir aussi. Hein. Ouais. Oui. Et comment en fait être attentif à tous ces êtres vivants qu'on peut considérer comme étant inférieurs à nous. Et finalement, c'est un ensemble d'êtres vivants qui vivent ensemble. Et c'est comment peut-être retrouver une harmonie en fait entre la nature qui nous entoure. Et on dit souvent qu'on est aussi cette nature-là. Et Tu t'es intéressé justement au phénomène d'éco-psychologie, donc on rencontre ce phénomène, ce concept, toi comme moi. Ce que je disais en introduction de ce podcast, on n'en est pas des experts, loin de là. On découvre et on en a un intérêt. Donc c'est aussi la philosophie de cet épisode-là. Qu'est-ce qui t'a attiré, toi, interrogé dans ce concept, et qu'est-ce que tu retires à ce stade de tes premières lectures et webinaires que tu as vus sur le sujet? En fait, c'est lors d'un stage que j'ai fait au mois de mai que j'ai découvert cette notion dont je n'avais absolument jamais entendu parler. J'ai été en stage en fait pendant 15 jours au Jardin de l'Humanité à Saint-Vincent-de-Tyrosse. Et au bout du stage, on a donc fait un bilan avec Estelle. Et au terme de ce bilan, elle vient me parler de cette notion-là parce qu'elle m'explique combien depuis 10 ans de son côté, elle œuvre pour sensibiliser le public sur la nature. Parce qu'elle a créé des jardins qui se veulent pédagogiques, thérapeutiques. Donc tu passes d'un continent à un autre, tu as des jardins amérindiens, des jardins à la française, enfin voilà, des jardins des Lumières. Elle a créé comme ça plein de petits espaces distincts où tu te balades, tu te promènes au gré. Tu vis des expériences. Oui, et sensorielles. Tu as même, je crois, un parcours sensoriel. Tu as des animaux en liberté. Enfin, le lieu est assez extraordinaire et elle travaille en contact avec la nature. Elle accompagne aussi des personnes par groupe qu'elle tente aussi de remettre en lien avec la nature, mais donc là plus dans le cadre de l'ortithérapie, donc plus dans un accompagnement thérapeutique en utilisant donc le jardinage par exemple. Et elle est en train de créer un tiers-lieu nature santé. Bref, elle a engagé une réflexion que bien d'autres pays ont déjà engagée depuis bien plus longtemps que nous, mais bon, il n'est jamais trop tard pour se lancer. Et donc c'est au terme de toute son expérience et de nos échanges qu'elle vient me parler de l'éco-psychologie. Et je l'accroche au vol parce que moi qui ai mis une croix sur mon métier d'accompagnante de psychologue, je dis en tout cas souvent que je ne veux plus exercer comme avant, c'est-à-dire tout ce que j'ai connu jusqu'en 2021. Et comme c'est encore aujourd'hui pour savoir un petit peu comment ça se passe encore dans les structures. Et sauf que là, c'est comme si ça avait réouvert une porte et un champ des possibles. En me disant, bon, t'as fait une croix dessus, mais peut-être qu'il est possible de faire autrement et de faire un pont entre ton ancien métier et tes prises de conscience récentes de ces derniers mois sur la place que la nature doit avoir dans nos vies. Alors, je suis moi-même dans l'injonction. Et je me dis comment j'ai fait jusqu'à présent pour ne pas être plus sensibilisée à ça et plus connectée à ça. Moi, maintenant, c'est devenu vital. Et donc, c'est comme si tout d'un coup, il y avait peut-être une proposition d'impossible. Est-ce qu'il n'y a pas un pont à faire entre ces deux champs-là et d'en faire quelque chose pour la suite? Et donc, ça a tourné dans ma tête. Synchronicité de la vie, Emmanuel Delrieux, j'espère ne pas écorcher son nom, qui est psychologue, qui a cofondé l'école de la transition intérieure, qui parle de l'éco-psychologie, qui forme sur l'éco-psychologie, me connecte sur LinkedIn. Bref, qui fait que ça m'a amené à m'interroger un petit peu sur cette notion. J'ai commencé à lire et enchanter notre relation au vivant, mais j'ai pas beaucoup avancé. Et ça parle aussi d'éco-spiritualité. Mais en tout cas, c'est un... Tu parlais d'émerveillement tout à l'heure, le passeport. Ouais, et en tout cas, c'est une autre manière peut-être de penser le monde et d'agir en réfléchissant autrement en fait, et en retrouvant cette unité-là peut-être qu'on a perdue. Penser le monde et penser l'accompagnement, du coup, tu disais ? Oui, ou même repenser le monde dans nos relations aux autres, dans nos relations avec la Terre, l'importance de bien prendre soin de nous pour bien prendre soin d'elle et inversement. Si on prend soin d'elle, on prendra aussi soin de nous. Moi, en tout cas, c'est ce que je vis directement tous les jours depuis 10 mois. J'en suis là. Avec cette notion-là, je ne sais pas trop quoi en faire aujourd'hui. Je découvre aussi la notion d'écothérapie qui peut-être va me parler encore un peu plus parce que là, on est plus vraiment dans l'accompagnement. Bon voilà, je suis encore dans une phase d'investigation et de réflexion autour de toutes ces notions-là, mais le puzzle commence peut-être à se constituer
parce que parfois on se dit mais pourquoi j'ai toutes ces expériences-là quand on regarde son CV, parce que j'ai dû faire des CV, tu te dis mais comment faire le lien, comment trouver de la cohérence dans tout ça? Et peut-être que là ça commence à s'éclairer un peu. Ce que je trouve merveilleux en l'occurrence, c'est que la cohérence, elle vient depuis que tu as mis les mains dans la terre. Enfin, moi j'entends ça dans ton parcours. En tout cas, ça a participé à toutes ces prises de conscience que j'ai eues ces derniers mois. Et il n'y a pas de chemin, enfin je ne peux plus faire marche arrière en tout cas sur ce que je vis, sur ce que j'ai vécu. Alors c'est pas pour autant que je suis engagée dans le militantisme, etc. Je me considère absolument pas comme une écolo, mais en tout cas avec une sensibilité bien plus grande sur l'environnement qui m'entoure, comme si j'avais enfin ouvert les yeux sur cette beauté, la beauté d'un arbre, voilà, de regarder, d'observer, de prendre le temps en fait, ouais, et de le vivre aussi dans son corps, enfin dans les sensations, à travers la joie. Qui peut venir de la nature. Ouais. Et du coup, alors j'ai une question qui est assez personnelle, c'est comment vibre l'énergie de l'accompagnement. Tu parlais d'écothérapie, donc dans l'écothérapie, il y a éco et il y a thérapie. Oui. À la lumière de toutes ces rencontres avec les arbres et avec la terre, dans quelle mesure tu te sens élancé vers un accompagnement qui fait la part belle justement à la nature comme support, comme source de motivation, comme je sais pas. Je suis pas certaine aujourd'hui d'avoir envie d'être dans l'accompagnement. D'accord. Je suis en chemin vers quoi, je ne sais pas, mais je sais que ça doit faire partie de ma vie, mais je ne sais pas sous quelle forme. Okay. En fait, j'en suis là et ça patine un peu parce que j'ai pas la sensation d'avancer vraiment sur mes projets. Je pense qu'il me faut aussi guérir de mes blessures de ces dernières années, mais je me sens même pas en capacité d'accompagner les autres, tu vois, dans leur souffrance. J'ai accompagné la souffrance parce que moi j'ai travaillé en gériatrie, en soins palliatifs et dans le monde du handicap psychique et mental pendant 17 ans et c'est pas comme si j'avais fait ma part aussi à ce niveau-là, mais j'ai envie d'être en contact autrement peut-être que dans l'accompagnement. Et j'ai pas envie de me laisser influencer par l'extérieur qui pourrait me dire mais t'étais psychologue, tu vas continuer à être dans l'accompagnement. Tu sais que toutes les projections qu'on peut faire sur toi, il y a un an, on m'a dit mais je te verrais bien conseillère d'insertion professionnelle. Qu'est-ce que moi je me verrais bien? Oui, et là, la prise de conscience que j'ai dans mes congés là, ces dernières semaines, c'est que je ne me laisserai pas plus influencée par l'extérieur et par les projections qu'on pourrait avoir sur moi. Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que j'ai envie? Même si ça paraît sinueux comme chemin. Créatif. Voilà. Mais c'est pour ça que je dis souvent, je ne sais pas comment, mais je sens en tout cas que c'est viscéral, c'est vital. Je dois continuer à avoir les mains dans la terre d'une manière ou d'une autre. Moi, j'ai de la joie à aller au travail le matin. Presque si j'appréhendais pas un peu les vacances, est-ce que ça va pas me manquer? Wow. Pourtant, la première journée de reprise a été très difficile. Il a plu, on était dans la gadoue. Mais quel bonheur, en fait, quelle joie. C'est peut-être connecté aussi avec son enfant intérieur. Il y a quelque chose du petit enfant qui s'éclate à mettre à sauter dans les flaques. Peu importe la météo, c'est clair. Qui a envie de jouer. Ah, super. Et avec une joie partagée des collègues, même si la tâche est difficile. Et ça, c'est aussi très porteur, en fait, c'est aussi ce soutien d'équipe et ce partage ensemble. Parce qu'on est dans le même bateau et qu'on vit, on a quand même tous le même ressenti. On a du mal à s'absenter de la ferme. C'est pour te dire à quel point. Souvent, on nous met dehors. Mais partez, vous avez terminé, c'est terminé. C'est l'heure de la débauche. Enfin, quittez les lieux. Un truc addictif, là, oui. Du lien à la nature qu'on a moins quand on rentre chez soi, peut-être aussi. Après, est-ce que ça tient à certains lieux? Il y a des lieux, moi, je me sens particulièrement bien, je sais pas toi, comme là où on est en ce moment. Ouais, faudra difficile, là. Mais il y a vraiment quelque chose là-bas de très particulier. J'ai des collègues, ils ont eu du mal à poser leur congé d'été, ils n'avaient pas envie de partir en congé. Et l'idée même de s'absenter, c'est terrible, en fait. Donc, est-ce que la nature ou le contact avec la nature participe pas d'une forme de restructuration, c'est-à-dire que ça nous restructure, on retrouve aussi des parties de nous qui, desquelles peut-être on s'est détaché, et là on revient en fait de se détacher de la nature, mais peut-être détacher de notre propre nature, qui est d'être en lien avec la nature extérieure, et que là, dans le cadre de cette activité à la ferme, vous retrouvez, et que vous n'avez certainement pas envie de perdre à nouveau. Puis on vient satisfaire ses besoins élémentaux, fondamentaux, et en fait on se dit, mais de quoi d'autre on a besoin? Bah rien en fait, tout est là. Mais oui, et après chacun vient effectivement réparer ses propres blessures, ça c'est certain, mais
En tout cas, il y a une grande complicité dans l'équipe. Ça participe aussi à l'amélioration de notre état émotionnel aux uns aux autres, ça c'est certain. Pourtant, Dieu sait que c'est pas facile de bien s'entendre quand on est avec des personnalités différentes, des traits de caractère prononcés, avec des personnalités plutôt extraverties, inhibées. Il y a une joyeuse ambiance, une joyeuse équipe. Donc la nature serait un bon psychologue? Ah oui, clairement. Sans qu'on lui demande, je pense, de jouer ce rôle-là. Et alors des fois, je dis qu'il pourrait manquer un psychologue sur la structure parce que pour certaines situations ou problématiques peut-être qui auraient besoin d'eux et que les encadrants sont un peu en difficulté parfois pour gérer certaines situations. Mais sinon, oui, je vais revenir le terme de naturellement, il y a quelque chose qui se produit en fait, sans que ce soit recherché. Et c'est ça qui est fort en fait. Et pour tous ceux peut-être qui seraient réticents à aller voir un psychologue, allez mettre les mains dans la terre. À un moment donné, moi j'ai eu une idée qui m'était venue un matin, j'ai amené une collègue au boulot et je lui dis là tout de suite, tu sais ce que j'ai envie là, mon rêve? Et je lui dis c'est une grande maison où j'accueillerais des personnes qui seraient en burn-out ou qui auraient perdu le sens de la vie, avec du maraîchage et ou une forme, il y en a qui partent en retraite spirituelle, là ce serait une forme de retraite avec un lieu d'hébergement, un lieu d'accueil où on passe du temps à cultiver peut-être son bien-être, cultiver ses patates, mais prendre une culture aussi. Hein, oui. Et un jour, pouf, ça m'est venu comme ça. Alors de temps en temps, je le visualise, peut-être faire qu'il existe un jour. Mais tu vois, on revient quand même sur la notion d'accompagnement quand même, l'air de rien. Et moi, je voulais pas te ramener sur l'accompagnement parce que tu as été clair sur le fait que tu t'en étais éloigné. A priori, il revient. Mais ça vient de temps en temps quand même. C'est plus en tout cas là, j'entends une notion de projet. De projection dans laquelle l'accompagnement est effectivement pas si loin que ça, peut-être radouci grâce au pouvoir adoucissant aussi de la nature dans l'expérience qui est faite de cet accompagnement en tant qu'accompagné, mais en tant qu'accompagnant aussi, du coup. Oui, et sans la dimension des institutions que j'ai connues pendant 17 ans, parce que moi j'ai travaillé en institution, donc ce serait... j'ai la sensation que tu as mis une croix, tu disais tout à l'heure en tant que psychologue, moins sur un métier que sur des façons de faire. Et c'est ce que tu as dit d'ailleurs à un moment donné, tu disais trouver de nouvelles façons de faire. Et d'ailleurs tu m'as partagé en off le fait que, mais tu l'as un peu dit aussi tout à l'heure dans l'épisode, que là tu étais accompagné dans le cadre de ta mission à la ferme, mais que souvent on a l'impression que c'est toi qui accompagnes, parce que tu as peut-être un aura, un rayonnement, une posture aussi Moi, j'ai une collègue avec qui j'en parlais qui, elle aussi, des fois, on pense que c'est elle qui accompagne les autres salariés. À quoi ça tient, je ne sais pas, mais je me rappelle d'un après-midi, je tenais la permanence du petit marché, puisqu'on a la chance d'avoir un petit marché sur place et on joue à la marchande. Ouais. Et j'étais assise à la table devant ma caisse et puis une dame arrive et c'est la première fois où je dis si vous avez des questions, n'hésitez pas, si je peux y répondre, je vous répondrai à vos questions. Et on se met à discuter, puis les salariés, les salariés, et je comprends qu'en fait, elle m'inclut pas là-dedans. Et je dis, mais vous savez, je fais aussi partie des salariés, en fait. Je sais pas à ce moment-là pour qui elle m'a pris, comment elle m'a identifiée. Voilà. Et donc, c'était assez drôle. Mais c'est pas la première fois. Et souvent, on me dit, mais t'accompagnes. Non. Donc, c'est pour ça, à chaque fois que je me présente, je précise, alors que je n'ai nullement besoin peut-être de préciser. Peut-être un peu, pas mon esprit un peu provocateur, mais chantier d'insertion, je le précise. J'aime bien aller titiller un peu parce qu'insertion, avec tout ce que ça peut représenter. Parce que moi, j'entends que peut-être au-delà de l'accompagnement, on pourrait parler de la psychologie, peut-être l'intérêt qui t'a sans doute mené, je sais pas, vers ces études-là et vers cette pratique, mais en tout cas, ce soin. Et en fait, c'est ça. Moi, je trouve que le terme de soin, il rapproche nos deux concepts d'aujourd'hui, que sont la psychologie et l'écologie. Oui, prendre soin, dans l'idée du prendre soin, oui. Ouais, elle se retrouve à cet endroit-là. Est-ce que toi, tu te retrouves à cet endroit-là? Et puis alors, quoi en faire? C'est une autre question. Dans la matérialisation, la manifestation d'un projet créatif, à penser, à œuvrer, et qui a le droit de prendre son temps aussi. Là, j'ai l'impression de prendre soin. Ce matin, par exemple, au retour des livraisons que j'avais besoin de faire, je devais m'occuper des framboisiers que nous avons plantés il y a quelques mois, et je me souviens très bien des tranchées que nous avons creusées avant de les planter. On m'a demandé de désherber les pieds des framboisiers. Donc tu vois, et pour moi, je prenais soin de ces pieds-là ce matin. J'étais à genoux au sol, en train de désherber, de nettoyer autour, d'enlever le liseron. Ça t'a fait du bien? Ah oui. Mais en plus, il y a quelque chose d'addictif dans les herbages. C'est-à-dire qu'on m'a dit stop, et je continuais. En fait, il y a un truc, on est en état presque méditatif, en fait. Et je sais que j'ai une collègue d'abord qui me dit, mais tu t'ennuies pas? Je dis, mais pas du tout, en fait. Moi, je suis hyper bien, là.
toute seule avec mes pieds de framboisier, dont je prends soin parce que j'enlève les mauvaises herbes, qu'on dit être des mauvaises herbes, le liseron. Voilà, l'idée c'est qu'ils continuent à pousser, donc qu'on puisse un jour recueillir des framboises. Donc toi-même, tu étais dans cette posture où là j'entends que tu as pris soin de toi-même en prenant soin du framboisier. Ah oui. En prenant soin des framboisiers, je prenais soin de moi, oui. Wow. Mais ça vaut pour des activités qui pourraient paraître pénibles, désherber les poireaux, enfin, ce sont des activités parce que c'est du bio, donc c'est tout à la main. Ouais. Il y a quelques outils, mais c'est essentiellement à la main, donc on peut y passer des heures et des heures. C'est des fois très minutieux. C'est un rapport au temps qui est questionné. Ah oui. Ouais. Mais vraiment, ça crée un état, enfin, on est comme en état d'hypnose en fait, et on réfléchit pas forcément à ce qu'on fait, on est là, et des fois moi j'ai des collègues autour, je leur parle pas forcément, j'ai aussi des fois besoin d'être juste à faire ce que je fais. Donc ça nous ramène du recul, et ça nous ramène aussi, je crois, à l'instant présent, vraiment, au moment. Là, on est à faire ça, on n'est pas à faire autre chose, même si bien évidemment on peut souvent discuter, mais on est aussi attentif à ce qu'on fait. Ouais, mais de toute façon, je vois tous les ponts qu'il peut y avoir entre ce fameux concept d'éco-psychologie qu'on rencontre aujourd'hui, toi et moi, avec tout ce qui peut être médité dans la nature, et aussi les travaux manuels qui permettent aussi, comme tu dis, de se déconnecter du corps, parce que le corps, il est occupé à une tâche très souvent assez répétitive et puis pas très mobilisante intellectuellement peut-être, et ce qui permet justement de lâcher cet espace du cognitif, mais aussi de la réflexion, de l'imagination aussi peut-être, et ça fait du bien. Oui, et de pas aussi être focalisé sur le flot de pensée que l'on a, qui pourrait créer de l'anxiété ou de la dépression. On sait même pas à quoi on pense en fait quand on fait ce qu'on fait là. Des fois, il y a besoin de, voilà, quand on parle, certaines tâches, je dis non, là, ne me parle pas parce que tu vas me perturber, j'ai besoin de compter, etc. Là, non, tais-toi. Ouais, j'ai besoin de ce silence. Oui, là, tu peux me parler. Là, non, on n'est pas obligé de parler. Moi, je suis bien juste à côté de toi à faire ce que je fais, et là, en connexion avec les vers de terre, la terre, le vent, les oiseaux, les cris des enfants au fond du champ. Ce matin, j'ai pris un instant pour prendre quelques photos. J'ai même fait une pub Insta. Ça, c'est mon cadre de travail. Quel privilège. Je mesure le privilège que j'ai à vivre déjà dans l'environnement dans lequel je vis. Je suis au bord de l'océan et là, on est en forêt. Et mon cadre de travail. Alors, je dis peut-être pas toujours ça quand il pleut des cordes et qu'il y a de l'orage et qu'il fait froid. Mais quand même si, parce que ça fait partie du jeu. Oui. Ouais. Et qu'on compose avec tout ça, ouais. Et j'entends, j'attrape la perche au vol par rapport à une question que j'avais sur la dimension collective de notre propos aujourd'hui, parce qu'on était très individuel jusqu'à maintenant sur le soi, sur mon propre rapport avec la nature. Et là, tu parlais déjà que quand il y a un autre humain à côté, on peut être aussi avec et être ensemble sans avoir besoin forcément de parler, etc. Donc, je me demande dans quelle mesure le cadre naturel peut aussi redessiner les liens ou redessiner notre façon de faire lien et d'être ensemble. Donc toi, justement, tu es engagé dans plusieurs dynamiques qui favorisent un mieux vivre ensemble. C'est d'ailleurs dans ces cadres-là qu'on s'est rencontrés, dans le Festival des Possibles. Comment tu vois ces deux dimensions éco-psychologiques au niveau à la fois individuel et collectif? Comment le cadre naturel nous invite à repenser un lien autre à soi et un lien autre aux autres, qui peut nous faire du bien, donc à soi et aux autres. Là, peut-être, si je reprends l'exemple de la ferme, en fonction des... Tu vois, à l'embauche, on nous assigne des tâches, soit seul, soit en équipe. Ou si une équipe a terminé, va en rejoindre une autre pour lui donner un coup de main, lui revenir en aide. On peut avoir des chantiers où on est plusieurs sur ce chantier, on va se répartir les tâches entre nous. Enfin, naturellement, on va être obligé de travailler ensemble. Enfin, on réapprend effectivement peut-être ces notions, où on réapprend ou on renforce ces notions d'entraide, d'écoute, d'organisation, répartition des tâches. Il y a quelques écueils aussi, parce qu'on a nos personnalités, nos humeurs, donc parfois on se parle pas toujours très correctement. Donc c'est comment on arrive aussi à se dire les choses entre nous, ou en fonction de nos états de sensibilité. On est quand même un certain nombre à avoir un niveau de sensibilité assez grand. Je veux pas parler d'hypersensibilité parce qu'on le met à toutes les sauces et ça perd de
de son essence et de ce que c'est que véritablement l'hypersensibilité. Mais on a des niveaux de sensibilité, enfin peut-être que c'est l'humain qui est avec ce niveau de sensibilité. Des personnalités qui drive aussi une façon de communiquer. Donc, oui, donc très sensible à beaucoup de choses et d'obliger de se dire là, écoute, non, moi je suis sensible à trop de stimuli, au bruit, aux conversations. Là, je suis plus disponible pour toi, qui me pose beaucoup de questions. Là, je peux pas répondre. Enfin, j'ai l'impression là-bas aussi avec certains de mes collègues d'apprendre à exprimer mes propres besoins, mes limites, de sentir quand je suis dans le rouge et que je passe la ligne rouge et que là c'est trop tard et que j'aurais dû agir autrement avant et de pas exploser. Mais ça c'est déjà énorme. Oui, je me retrouve dans des situations inhabituelles, j'ai envie de dire, par rapport à ce que j'ai connu dans ma vie, par rapport au profil de certains de mes collègues que j'affectionne beaucoup, parce que dans leur mode de fonctionnement, il n'y a pas de filtre, il y a comme un besoin d'apprendre de la vie. Donc des fois, j'ai l'impression, entre guillemets, je dis ça avec beaucoup d'affection, de faire l'éducation d'eux, personnalités qui sont plus jeunes que moi et qui, de par leur situation, n'ont pas vécu beaucoup d'expériences peut-être comme les miennes et qui me posent beaucoup de questions. Donc des fois, je suis disponible pour répondre à ces questions et il y a des fois plus d'intimité, on se parle d'énormément de choses. C'est aussi ça qui est très surprenant. On se confie énormément. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui fait que. Il y a des liens en tout cas très forts qui se créent et on en vient à se parler. Alors voilà, quelquefois il y a des étincelles, mais en tout cas c'est ça, c'est apprendre à exprimer ses besoins, identifier ses émotions, ses limites, pouvoir les partager à l'autre. Avant d'un référé direct, tu vois, à ses encadrants, c'est comment on arrive ensemble, parce qu'on a entre 20 et 60 ans. On va dire autant de femmes que d'hommes, enfin tu vois, avec une diversité de profils incroyable en fait, c'est d'une richesse inouïe. On parlait de nourriture tout à l'heure, mais ça en fait partie. Ouais, une grande biodiversité, une diversité d'êtres vivants qui sont là. Ah oui, oui. Moi, depuis que je t'entends parler de ton équipe, tous les adjectifs que tu utilises, on pourrait les utiliser pour une forêt. Tu parlais de diversité, mais puis d'interconnexion aussi, avec de points de rencontre dans les besoins des uns et des autres. Tu parlais d'entraide. La forêt sans entraide, elle n'existe pas. Et la forêt ne se pose pas beaucoup la question, mais j'ai l'impression que dans ce cadre dans lequel tu es, la question de l'entraide et de la coopération, on parle aussi de beaucoup de ça. Il y a quelque chose aussi d'une évidence qu'on retrouve dans la nature, sans quoi les interactions n'existent plus, parce que les conflits amènent la plupart du temps à la fin de ces interactions. Ça peut pas fonctionner autrement. Alors on devait prendre soin de ça. Oui, alors après on essaie de pas prendre trop d'initiatives parce que l'idée c'est quand même toujours de s'en référer aussi à notre chef de culture pour savoir si tiens j'ai terminé cette tâche-là, au lieu d'aller voir un collègue, je peux t'aider. Bon, est-ce que tu as quelque chose à me faire faire ou peut-être et après peut-être elle va m'orienter vers ce collègue, mais en tout cas on est quand même dans cet état d'esprit-là. De s'entraider parce que c'est un. Il n'y a pas d'individualisme dans ce qu'on fait. Oui, puis ce que l'un ou l'une va pouvoir faire va bénéficier à l'autre, et vice-versa. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'entraide mutuelle. Il y a des tâches quand même qui sont extrêmement physiques. Ouais, en plus. Moi, je ne prône pas l'égalité. Je veux dire qu'à certains moments, j'ai bien plaisir à ce que ce soit mes collègues hommes qui prennent la maraîchère parce qu'elle fait 70-80 kilos. Et que non, moi je peux pas porter même si j'ai gagné en force physique, non, je ne peux pas. Donc oui, je veux bien que mon collègue il prenne la maraîchère à ma place. C'est l'équilibre à trouver entre l'égalité et l'équité. Oui. Donc tu vois, c'est comment les faiblesses entre guillemets des uns sont les forces des autres, et puis comment ça se fait naturellement. Je veux dire, il y a pas. Encore. Mais oui, parce il y a quand même une attention. Tu vois, on est attentifs les uns aux autres. Il y a un temps de pause. Ah, mais vous avez prévenu Bidule, vous avez prévenu machin parce qu'il était au fond du champ sur une tâche tout seul. Il y a toujours, tu vois, cette conscience-là. Oui. Et tu parlais tout à l'heure d'une invitation à identifier ses besoins. Tu as parlé de ça, de connaître ses propres limites. Tu parlais de lignes rouges aussi, donc sentir aussi les comportements. Je l'ai franchi quelquefois. Voilà, mais savoir qu'on l'a franchi, c'est ressentir qu'on l'a franchi. Donc c'est porter son regard là-dessus. Donc est-ce que ce lien entre psychologie et écologie, c'est pas aussi quelque part une invitation à retrouver notre propre nature, c'est-à-dire qui est-ce que je suis dans mes besoins. Oui, ça demande une connaissance de soi et de son environnement et de l'écoute, de l'attention. En l'occurrence, moi, c'est corporellement que je sens quand je passe de la zone verte, on va dire, orange et rouge.
C'est comment apprendre de ces sensations-là aussi, de savoir que là, c'est en train de monter. Comme on dit, la moutarde monte au nez. Donc, avant que ça monte au nez, qu'est-ce qu'on fait pour éviter que ça explose, en fait, et de se retrouver dans une situation où on va mal parler à sa collègue parce qu'il y a un comportement qu'on n'a pas bien toléré, au lieu de désamorcer en amont. Donc, ce sont des apprentissages. On n'est pas forcément dans la communication non violente, parce que moi, j'y suis pas formée. Mais c'est comment aussi on essaye, tu vois, de pas trop se blesser les uns les autres, quand même, ou d'apprendre à être moins susceptible parce qu'on sait que Bidule va réagir comme ça ou a l'habitude de fonctionner comme ça. Il faut pas être heurté parce que c'est sa manière de parler et peut-être une forme de grossièreté, mais c'est sa manière d'être et c'est pas contre soi. Bon, mais c'est très apprenant quand même sur soi et sur les autres. Et puis à travers, j'entends une forme d'observation de soi et des autres. Et ça me rappelle toute la logique naturaliste, c'est-à-dire d'aller observer la nature, regarder son fonctionnement. Et souvent, c'est ce que tu disais au tout début, c'est qu'on a tendance à séparer la nature, soi-disant, de l'humain, alors qu'en fait, moi, j'entends dans ce qu'on dit là beaucoup une invitation à observer notre propre nature, mais même intérieure, que ce soit dans ce qu'on mange, de quelque chose de très physiologique, etc. bien sûr, et aussi, non pas mais aussi, et aussi sur le plan psychologique. Qu'est-ce qui va nous faire justement monter la moutarde au nez plus facilement par rapport à notre histoire, notre vécu et notre construction psychologique. Donc mieux se connaître soi, mieux se connaître en tant que groupe pour faire écologie relationnelle ensemble. Il y a quelque chose un peu comme ça. Et aussi être observateur des cultures. Apprendre si ça manque d'eau. Il y a des envahisseurs, des chenilles, des pucerons, des escargots. Tu vois, d'être observateur de l'état de santé de nos plantations. Même si ce n'est pas un centre de formation, mais on apprend l'air de rien malgré tout dans nos pratiques. Mais c'est l'attention qu'on porte, en tout cas, la conscience aussi qu'on met aux choses, à nos collègues et à notre environnement. Et juste pour illustrer, un collègue qui avait besoin de savoir un petit peu ce que chacun pensait de lui pour un travail d'accompagnement extérieur, nous a demandé un certain nombre qu'on lui dise ce qu'on avait compris de lui. Donc ça veut dire comment est-ce qu'on l'a observé dans son travail, dans les relations sociales, etc. Et ça a mis en mots, quoi. Waouh! Et j'ai dit, mais c'est un exercice incroyable que tu nous fais faire parce que c'est extrêmement difficile quand même. Et puis, merci à toi d'avoir le courage de nous poser cette question et qu'on te dise franchement ce qu'on pense, de te partager le regard qu'on porte sur toi. Donc, tu vois, il y a vraiment des situations pour moi très inhabituelles. Et pour ça, il y a quelque chose qui est... Très renouvelé, j'entends, dans les liens. Et dans oui. Et très fort parce que j'avais pas eu l'habitude jusqu'à présent d'avoir ce type de relation. Comme si moi aussi je me redécouvrais dans certains liens. D'où le renouveau, j'entends ça. Oui. Waouh! Toi aussi, tu as envie de venir à la ferme, hein? Oui, genre là, depuis. Avec tout ça, clairement. En plus, je vois où elle est, je passe devant, mais de loin. On a beaucoup parlé d'observation, de sa propre nature et donc de son propre état d'être là, ici et maintenant. Et on arrive à la fin de cet épisode de podcast. Et j'ai envie de transformer ma question habituelle, qui est plutôt de l'ordre d'une déclusion, de avec quoi est-ce qu'on repart, etc. J'ai envie de te demander... quel est l'état de ton espace de nature intérieure là, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vivant là, avec quoi est-ce que tu ressors de cet espace de réflexion, de partage? Une question que je demande souvent au début, comment tu te sens? Oui, j'étais en train de penser, tiens, il n'a pas posé la question de la météo, avec quoi tu viens, comment tu es? C'est vrai, et là j'ai envie de te la poser maintenant, avec quoi tu es et avec quoi tu repars? Je me sens extrêmement bien, le lieu est apaisant. Tu as su aussi me mettre en confiance et en sécurité, j'ai envie de dire, parce que je t'avais partagé mon stress en amont. Toujours cette peur de pas savoir répondre, de pas savoir quoi dire, d'avoir peur de dire des choses nulles, inintéressantes, etc. Merci en tout cas pour tous ces échanges en amont qui ont fait que là c'était facile. Franchement, j'ai fortement aussi apprécié. On n'a eu aucun vététiste, aucun promeneur, un moment hors du temps. La nature était avec nous. Ah oui, extraordinaire. Avec quoi je repars avec une conscience accrue qu'il y a vraiment quelque chose j'ai vraiment quelque chose à faire. Je ne sais pas comment en lien avec la nature. Non, je suis plus que convaincue que, c'est d'une puissance inouïe en fait. Sans formaliser ça sous la forme d'un atelier thérapeutique non, juste être là, de bénéficier de ces arbres, du vent,
Voilà, la formalisation, ça permet à d'autres de rejoindre cet espace. Oui. Mais en fait, il n'y a pas besoin forcément d'être accompagnant, quoi. Il y a juste à y aller, quoi. Donc, allez-y. Merci, Katia. Merci à toi, beaucoup. Eh bien, nous voilà tranquillement arrivés à la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute et pour la manifestation de votre appréciation que vous en ferez avec quelques 5 étoiles et un commentaire sur Spotify, Apple Podcast ou toute autre plateforme où vous écoutez vos podcasts. À nouveau, si vous souhaitez rejoindre la communauté Permahuman, appelée l'écosystème, vous pouvez cliquer sur le lien en description de cet épisode. Au plaisir de vous y accueillir et en attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et pensez à vous abonner au podcast pour qu'on puisse se retrouver dans le prochain épisode. À bientôt.